Moi, j'aime bien cette image de... On peut remettre en grand écran, pardon, nos amis. Pardon. Non, j'aime beaucoup cette image des moments de lutte comme c'est une sorte de succession d'enterrement et de finir par cette sorte d'appel à une naissance, enfin à ce qui naît, à toujours se tenir du côté de ce qui naît. Je pensais en écoutant toutes les interventions à quelque chose que j'ai été appelé à donner un peu comme un motif dans ma propre famille, auprès de mes enfants. Ça marche pas tous les jours, mais d'enthousiasme radical, d'immense accueil de ce qui est proposé. Je ne sais pas si je tiens mon rôle de diplomate, puisque sans me demander de créer de la friction. Moi, je suis très comme ça dans l'accueil, dans une sorte d'accueil bouddhiste de ce qui naît, de ce qui a lieu, la mouche, les plantes, l'accueil aux étangs. J'ai eu du mal à prendre la parole jusque-là, parce que c'est vrai que quand il y a, c'est vrai, une tablée d'hommes, je me sentais presque obligé de dire que moi, on m'écrit chère madame régulièrement, puisque Camille. Et c'est vrai que la question du lieu est posée. Est-ce que je suis une plante? Est-ce que je suis une chaise? Est-ce que je suis... voilà, donc je crois que j'aime bien voilà, ces choses. Alors moi j'ai noté trois axes qui me semblent... Enfin, voilà, qui produisent des échos par rapport à des terrains de recherche que j'ai par ailleurs, qui serait donc ce pays, le mien, que je représente, et qui n'est autre que le pays de mes propres émotions. Donc parfois parfois c'est un pays qui va vers quelques savoirs, notion de savoir. Mais les trois axes que j'ai notés sur les interventions, c'est ce retour d'une négativité, mais comme puissance. On a beaucoup parlé après les discussions hier de la mélancolie, d'une forme de mélancolie de la gauche, qui me rappelle ces images d'enterrement ou de manifestation comme enterrement, ce jeu de l'impuissance. Et je pense que quand je dis le négatif comme puissance, c'est aussi le négatif comme possible, comme possibilité d'être, comme pouvoir être. Ce pouvoir être, j'avais écrit dans une de mes livres, Les vies potentielles, l'histoire d'un jeune homme, le pouvoir être infiniment repoussé. C'est l'histoire d'un jeune homme qui refuse de s'engager dans l'existence, qui est une sorte de Bartleby du XXIe siècle. Vous voyez, mais qui dirait, au lieu de dire je préférerais ne pas, il dit je pourrais, I could, potrei, je pourrais. Toujours cette sorte de possibilité radicale. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai un peu l'impression d'être dans The Voice. Vous savez, alors ça j'ai aimé, puis ça j'ai moins aimé. Voilà. Moi, je vais vous dire ce que j'ai aimé. Voilà. Et puis, alors, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas, dans la question c'est qu'il y a des gens qui passent et puis nous on dit ce qu'on aime. Hein. Alors moi, ça j'ai bien aimé. Je constate aussi, non mais c'est des choses qui dépassent évidemment la question du divertissement, puisque toutes ces choses qui sont discutées ici et que j'entends sont des sortes de, vraiment pour moi, qui travaillent des structures. Alors souvent quand on travaille sur des sous-textes de notre époque, on a un peu permanence confronté à la question de l'impuissance. Parfois j'ai ça quand j'écoute des paroles, des paroles qui parlent de ce qui pourrait être, de ce qui voudrait être, de ce qui devrait être. J'ai parfois, et je pense que c'est peut-être aussi le fait que je sais pas, je sois écrivain, mais cette question du langage, de l'impuissance du langage. Toujours cette sorte de nostalgie de la langue presque biblique qui dit, lorsqu'il dit pluie, il se met à pleuvoir. Vous voyez, cette sorte de langue performative. Et parfois quand j'entends ça, alors ça c'est ma négativité qui revient, c'est bah oui, mais ça pourrait être, mais nous sommes dans une théâtralité. Et puis je tranche en disant, mais au fond, vu que tout n'est que régime de croyance, après tout, le fait de le dire, c'est bien que ça a lieu. Donc, il y a cette forme comme ça de cette négativité comme puissance, de ce pouvoir-être que j'ai trouvé vraiment récurrent. Il y a aussi une sorte d'interrogation sur la communauté, sur l'existence, sur l'étang, qui revient depuis 2 jours. Je vous fais un peu le chemin parce que peut-être certains d'entre vous n'étaient pas là hier. Moi, souvent on est assis sur la chaise, mais moi j'aimerais bien à un moment donné qu'on se mette à courir ou à faire des pompes pour de nouveau être du côté de cette énergie, parce que souvent on est un peu comme ça, dans la position du jugement. La position du jugement me fatigue au fond.
Et parfois la position critique, on aimerait que la critique devienne puissance. C'est aussi ce que j'entends dans ce que dit Nicolas, dans ses réactions sur à quoi sert la théorie si elle n'est pas action. Pourquoi produire de la théorie? Voilà. Donc moi j'ai entendu, donc première chose, cette sorte de négativité comme puissance, de potentiel, mais ça c'est un thème qui m'est cher, cette question de ce qui est nous, de ce qui est dans un nous. Et au fond cette tentative incroyable comme ça d'étendre les frontières de ce qui est, hein, de ce qui, donc cette sorte d'effort ontologique pour aller vers ce qui fait lien entre différents modes d'existence, que ce soit ce mode insecte ou ce mode de non-être. Je reviens d'ailleurs à mon premier point sur la négativité comme puissance, parce qu'il a beaucoup été aussi question de ça. Comment est-ce qu'on donne de l'existence à ce qui n'existe pas, à ce dont on nie l'existence, à ce qui n'est pas. Alors moi, mon monde duquel je viens, dont on a nié l'existence, qui est un monde disparu aussi, je lisais une petite critique de Sebald par Susan Sontag ce matin. Je vous donne, puisqu'on livre des phrases, un monde a disparu. Tout le monde le sait, même si nous ne soucions guère de regarder en face toutes les conséquences de cette disparition, de la destruction de tant de monde, à commencer par la maison Europe. C'est Sebald, évidemment. Le livre de Sebald sur ceux qui ont perdu leur monde, serein, élégant, déchirant, exaltant par la sensualité de ses descriptions, constitue le récit définitif et métaphorique de notre condition de sans-abri. C'est très beau, ça, cette chose. Alors moi, ça, c'est de ce monde-là. Au fond, il y a peut-être aussi, dans ce que j'entends, des paroles qui cherchent à prendre racine dans l'inexistant, ou à retrouver une puissance à partir de ce qui a disparu. Donc, au fond, cette puissance des morts aussi. Le sentiment qu'on aimerait s'emparer un peu du corps des morts, cette nécropolitie dont on parlait. Et puis la dernière chose, j'en ai déjà parlé, je m'arrête, c'est ce lien entre la parole, enfin, qui serait aussi la théorie et la lutte, la stratégie au fond. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de friction réelle entre une sorte de parole de plus en plus débridée, comme une sorte de chose de... Nous vivons un peu ensorcelés dans de la théorie. Et il y a quelque chose qui patine. Et on aimerait que ça s'ancre dans des formes de territoires qui seraient des territoires volants, mais qui seraient des territoires en déplacement. Mais voilà, souvent c'est parfois cette petite mélancolie qui reste en moi sur mais que peut la parole, quoi. Ou que peut l'acte, ou que peut l'art changer. Voilà, je m'arrête là. But I have some thoughts also on the role of the diplomat, because I have been struggling with this figure, what I'm doing here, what I'm supposed to do. And my feeling is that, at least at the beginning of this session, I felt myself too much in what I do in my everyday life, that is in the academy, like people presenting ideas and I like responding and saying like, this is interesting and you should do this or that, and I don't want to do that. Is that I do it every day, so let me try a different tactic here. But it's difficult because in fact we have a lot of presentations today, and I'm struggling quite a lot with the French. No? In the very origins of the diplomacy, before the diplomacy was a profession in the 16th century, they used to call a small language kit portable lexicon. So people travel with some kind of international, cosmopolitan, European vocabulary with a glossary of terms in order to be able to negotiate political issues. And they have that. They produce this kind of lexicons. But I don't have this lexicon for the geostatic, global, post-colonial theory. And there's no Wi-Fi, so I'm pretty much lost. So I miss a lot of things on the presentation, but I get some of them. So let me connect some basic ideas. At the beginning, it's just an intuition. So I believe that any form of interesting feminism that we can talk to today
must be ecofeminism. So I don't think that it's possible to have a feminism without the ecological or environmental or gender earth thing attached to it. So probably just ecofeminism for me is a pleonasm. So it's just saying the same twice with the same word, which is not a criticism, it's just an emphasizing the importance of this connection. A time ago also I published a book, it happened in 2007, so quite a while. And the title of that book is Geoaesthetic and Transculturality, and it's pretty much something that we have been discussing today, or this part of these manifestos. And in that book, something that I don't really did is to emphasize the different possibilities to understand the geo in the concept of geoaesthetic. And today, people presented many different approaches that I think this small micropolitics of what are we our understanding with the idea of the geoaesthetic is important. Sometimes the geoaesthetic is about geology, the geological dimension of the Anthropocene. Sometimes it's geography in the most cultural sense and the anthropological cultural sense of geography. Sometimes it's more a geometric, global, spheric image, like I think like a cosmopolitan Kantian idea, like a transparent globe that is possible to be understood from every single part of the world. So I think we need today a more specific and contextualized idea of what is the geo in the geoaesthetic discussion. Connected with that is on the second presentation, this idea of the possibility or not to write a global history. And there's an interesting debate on that issue that talks about the difference between writing a global history or making global studies of art. Right? A global history of art or making the studies of global art. And the difference is because the history of global art implies the idea that it's like an objectivity, that there's no point. The locus of enunciation of the history is not explicit in the process of relating to the global or universal history. And in doing the study of global art, or in doing a global study of art, the implication is that you need to be exposed of the point of view from which you are talking about. And there's a debate that's still a discussion, at least in the academy, like what is the way, the well or the correct way to describe this new methodology to talk globally about art, or to writing globally about art. What else I have here? Yeah, I really enjoyed the presentation on the quantic geography. I really enjoyed for many reasons. One of them is because part of the problem of the geoaesthetic is the materialistic background that we attach to the expression. And going into the quantic level is like, of course, criticizing the materialist Democritus idea of the atom as the first thing that we can understood as an object, and the quantic level help us to think on certain things, right? The quantum could be in one place and other at the same time, and this is part of the idea. So the quantic geography is a geography that is permanently shaping and reshaping into a process of permanent transformation. So the place of the art in that geography is at the same time a more fluid and transformative entity. And I think the idea is very, very, very interesting to think of how fiction and real material things are working together at that level. And also with the last presentation on the cinema, I really enjoyed the question of the invisibility and appearance and disappearance, and how that is translated into a revolutionary action of the very act of having the camera
attempting to be in front of the reality. You mentioned that with many experiences in Latin America, and you also mentioned Glauber Rocha and the idea of the aesthetic of Hungary, that what is to be in front of the reality and attempting to acting revolutionary in the process of giving visibility to a small frame. What is the subjective, non-visible thing that is attempting to be involved in the real action, in the event. So I think this idea of the invisibility posited from the point of view of being in the place and letting the people to see the point of view from which you are depicting the reality is part of the problem of the geoaesthetic. So I enjoyed that connection of implication, creating fiction, being the author of the real in the moment of producing a relational continuum and fluidity between them. I enjoyed that. So it's not a commentary on any of them, but a cocktail of things that I get from the presentations. I also wanted to. I mean, I think probably most people in the room, if not everyone, we've become quite critical of disembodied knowledge. You know, the aerial perspective, all these things, and we are capable of observing the ironies of a table of men. You know, when we're probably most feminists. You know, like we're conscious of these things. So I thought one thing that I was trying while listening to these last set of presentations is how, since we're already so far removed from the dangers of disembodied knowledge, can we then open up the space for like an imaginary embodiment? You know, like, which is what happens with, you know, some of the presentations here. Like, so I was trying to think in each presentation what a powerful figure of imagined embodiment. And with Ida, I love the idea of Alain Badiou as a queer subject. You know, it's just, I think there's a lot. It would trigger a lot of interesting imaginations, you know? What would that imaginary subject speak and say and think, and how would we read that? You know, like this is interesting to me. There's also with Mathieu Bonnec, there's actually a beautiful body of work, I don't know if you know it, by a young filmmaker from Colombia, Andrés Gaitán, he's been working on, he basically is telling the history of Colombia through cinema, through video, but also through installation art from the perspective of the mosquito. And it's beautiful, it's brilliant, you know? So this is another instance of imaginary embodiment. And of course it does decenter the anthropocentric, but there's always a lot of danger when you speak for someone else in terms of the ethics of it, you know? So this is, of course, we need to be conscious of it. But then with I also really enjoyed Malik's presentation, and I was trying to connect this idea of imaginary embodiment with Yves too, and not sure how to do it yet, but they both, I think, pointed at the important, like how important it is for artists not in Europe, specifically in the African context, to recognize and understand and read the mechanics of global art. In some ways, they are the most, you know, the experts of reading the mechanics of global art. And as a Mexican artist, I know how that works, you know? And so I was trying to think, is that an imaginary being itself? You know, you're the Mexican artist, but you're also the imaginary Mexican artist that the European Exhibition Center wants you to be. But it's an imaginary. You know you're not that. You know, so you're operating on this both on a double front. There's probably many more fronts, but of course it's a less exciting imagination than being a mosquito. But Oui, peut-être que c'est une occasion qui m'est donnée de développer l'idée. J'ai beaucoup apprécié les commentaires qui ont un peu approfondi justement ce que j'ai voulu dire par la notion de géographie quantique, parce que en fait c'est un concept qui permettrait d'imaginer quelque chose qui est dans la circulation
spontanée, régulière, permanente, sans pour autant nécessairement qu'il y ait une circulation matérielle dans l'espace. Ici, imaginer une nouvelle géographie quantique ne peut pas non plus se concevoir sans pour autant penser à la construction des savoirs. Je suis très vite passé là-dessus, mais je pense que c'est très important. Je pense que ce qui fait qu'il y ait aujourd'hui une nature des relations asymétriques sur lesquelles on discute et qu'on essaie de résoudre, ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait l'émergence tout le temps de nouveaux discours plurivoques pour contester ou pour réclamer une certaine visibilité, parce que tout simplement les grands récits, les grands discours ne prennent pas en compte d'autres lieux, ou bien sont des discours englobants, totalisants, universalisants, mais, chose paradoxale et ambiguë, toujours unilatérale et univoque. La seule manière de résoudre ça, je pense, en partie, c'est qu'il y ait, par le biais de local, et ici je suis dans le contexte africain, une véritable production de savoir depuis le centre. Ici, quand je parle de production de savoir, on peut penser à l'académie, hein, on peut penser à l'université, on peut penser à plusieurs autres lieux. C'est pas pour rien que je suis parti du cas du Sénégal, où il y avait dans les années 60-70 une production de savoir par des institutions depuis le terrain de la création, sous tutelle d'une institution culturelle. Donc je pense que ce scénario pourrait aider à l'émergence de plusieurs discours partout sur la planète et qui existent de manière éphémère, simultanée et comment dire, disséminée, et qui obéirait peut-être à ce que j'appelle une géographie quantique. Quant à tout ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait dans le même, disons, chemin, dans la même visée. Donc, je donne la parole à Mathieu qui peut ajouter quelque chose. Ben, malheureusement, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter. Je voulais juste remercier Olivier pour sa présentation qui était effectivement, que j'ai trouvé très belle aussi. Et le poème de Michaud effectivement nous appelle justement. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, j'aime beaucoup que soit ressortie cette idée de la puissance du négatif ou de la négativité. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des insectes, il me semblait qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. De ce qu'on essaie de, ce qu'on a nommé au dehors et auquel on refuse une place maintenant dans ces anciens centres. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je crois. Oui, Jérôme, David, peut-être de conclure en fait simplement une toute petite minute et avant le déjeuner pour ne pas prendre trop de retard sur la journée encore une fois. Alors je voulais de nouveau prendre la parole en tant que diplomate. Les diplomates représentent aussi des intérêts. Je suis là pour défendre certains intérêts de mon pays. C'est pas vraiment un pays, mais c'est plutôt un bateau, mais je ne vais pas trop le dire. Et donc pour ce faire, il faut que je rappelle un peu ce qu'il y a sur le drapeau de mon pays. Il y a plusieurs maximes, plusieurs mots d'ordre, comme sur le drapeau brésilien. Et l'un de ces mots d'ordre, c'est « walk your talk ». C'est le premier. Et le deuxième, je traduis, hein, c'est bien sûr, c'est pas en anglais. Et l'autre, on pourrait le traduire par le futur est notre harpon, ou alors notre futur est un harpon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Walk your talk, ça veut dire tu peux parler, tu peux faire des théories, mais il faut que tu les incarnes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant chez moi, enfin pas chez moi, mais chez nous. Et donc là, ce que j'ai entendu, c'est des tentatives, on l'a dit, de corporéiser la pensée, de la situer. Et j'ai vu des situations ou des réappropriations locales très différentes de ces savoirs et de ces pensées critiques. Il y a une sorte de réappropriation qui se situe dans un espace transnational où on côtoie Homi Bhabha, Glissant, Spivak, Appadurai sans qu'il y ait de lieu véritable. Il y a d'autres réappropriations qui se font à partir d'un lieu défini, Dakar,
par exemple. Il y a aussi des réappropriations qui restent dans le domaine de l'abstraction, qui sont absolument désincarnées. Et donc Walk-Your-Talk, dans mon pays, et si je devais défendre des intérêts, ce serait de dire que la présentation depuis Dakar est celle qui correspond le plus aux valeurs qui sont affichées sur le drapeau que je représente. Ensuite, le deuxième, c'est le futur est notre harpon, ou notre futur est un harpon. C'est une manière aussi de réfléchir sur, ou d'enjoindre à réfléchir sur le passé et la façon dont on peut s'extraire ou non d'un passé. Et là, on discute de ça depuis hier aussi, avec cette idée que le passé est peut-être ce qui est devant nous, et on recule comme l'ange de l'histoire selon Benjamin. On est tiré en arrière, et d'ailleurs la maxime sur le drapeau de mon pays vient de là. Le futur est un harpon, sauf que c'est à nous de armer ce harpon. C'est pas une flèche, comme disait hier Ruffel. Ça pourrait l'être. C'est plus qu'une flèche, c'est un harpon. Et du coup, le passé qui nous fait face, sous quelle forme est-ce qu'il nous fait face? J'ai bien aimé l'idée de cinéma Phoenix, mais de nouveau, j'aurais un problème à traduire ça de chez moi, parce que les gens vont me dire, oui, mais quelle cendre et quel brasier? Est-ce qu'il y avait un feu à Aubervilliers? Est-ce qu'ils parlaient devant un feu? Ils parlaient de ça? Non. Alors j'aurais du mal à leur dire, et donc j'aimerais peut-être vous entendre sur le brasier. Quel type de brasier a réduit en cendres cet oiseau-là, et quel type de cendres il reste, et à partir desquelles est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir disons, reconstruire quelque chose? J'aurais voulu juste rapidement sur la notion de géographie quantique qu'a utilisé Malik, même si normalement a priori je suis un peu méfiant toujours sur les métaphores. Si on veut essayer de creuser un peu cette notion avancée par Malik, je pense que si on prend la physique quantique, c'était le fait d'essayer de résoudre la contradiction entre corpuscule et onde. Et de même, si on parle de géographie quantique, ce serait par rapport à un grand problème qui s'est posé ces dernières années, c'était par rapport à la distinction entre flux et lieu, et l'idée qui était mise en avant par Castel, qui a été largement critiquée notamment par Casassen, c'était le fait qu'on était passé d'une géographie de lieu à simplement des flux, comme chez Appa-Durail, etc. Or, donc, ce que disait en qualité, à juste titre, André Casassen, c'est qu'il restait toujours, malgré tout, y compris au niveau de l'informatique, y compris au niveau du net, qui restait toujours, comme il reste toujours une certaine matérialisation, et on n'est pas toujours dans une simple dématérialisation, mais bien qu'il restait toujours effectivement des lieux. Et donc je pense que, pour moi, là où l'application de la métaphore de la physique quantique pourrait marcher, c'est justement dans le fait d'essayer de s'attaquer à justement cette opposition entre lieu et onde qui a largement nourri la réflexion de ces dernières années. Je ne sais pas ce que Malik... Tu as entendu, Malik? Tu veux réagir? Oui, j'ai entendu, mais j'ai pas trop compris la question. C'était pas une question qu'on parlait. Mais sinon, s'il s'agit du commentaire, oui, absolument, je suis tout à fait d'accord en fait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, disons. Disons qu'ici, oui, dans un certain sens, le lieu n'existe pas, mais quand même, il y a un lieu. Ce qui existe, c'est l'attention que nous portons à quelque chose à un moment donné du temps. Donc, il peut y avoir un événement à Dakar, il peut y avoir un événement à Paris, où il y a un discours aux États-Unis, où il y a un discours à Mexico. Il y a toujours un lieu. Le lieu existe, mais ça a tendance à devenir un lieu virtuel, en fait, dans ce schéma. Non, le problème, c'est de tenir compte à la fois des lieux. Les lieux ne disparaissent pas forcément, loin de là, totalement, et en même temps que des flux. Il ne sert pas à ramener un tout flux, comme c'était écrit ce matin, je ne sais plus par qui, mais effectivement chercher à prendre en considération à la fois les lieux et les flux.